dans le monde. Les Africains d'Amérique, les Africains d'Europe, les Africains d'Asie, où qu'ils soient, les Africains doivent choisir entre l'affirmation pleine et totale de leur humanité, sans tomber dans le racisme. Sans tomber dans le racisme. À l'instant précis où vous tombez dans le racisme, vous ne méritez plus de vous battre pour l'émancipation d'un peuple. Il ne faut jamais se battre pour l'émancipation d'un peuple en reproduisant ce que l'on condamne. Pour combattre le racisme colonial, il faut soi-même ne pas avoir de propos racistes envers des personnes qui n'ont pas la même apparence que nous. C'est aussi simple que cela. Vous ne pouvez pas combattre le racisme s'il est encore en vous. Si vous êtes raciste, vous ne pouvez pas combattre le racisme. Donc, lorsque nous dénonçons la survivance du racisme à l'intérieur de la société française, de l'élite à la base, nous devons au même moment, en tant qu'Africains, combattre les formes africaines du racisme. C'est quoi là-bas? C'est le tribalisme, c'est l'ethnicisme. Parce qu'il y a bien un racisme de l'Africain envers l'Africain. Et nous ne sommes pas dignes de combattre le racisme du colon occidental envers l'Africain si nous ne pouvons pas combattre le racisme de l'Africain envers l'Africain, qu'on appelle le tribalisme, parfois même du nationalisme, de l'ethnicisme. Donc, en fait, à chaque fois, la lutte de libération, elle se produit à l'intérieur et à l'extérieur. C'est une structure qui combine des actions d'émancipation intérieure par la pensée, la réflexion, l'éducation, et des actions d'émancipation extérieure par la mise en œuvre de structures sociales, économiques, politiques, culturelles de la liberté. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes contre le colonialisme si, en Afrique, vous avez vous-même des comportements de colons envers des Africains. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas combattre le colonialisme occidental en tolérant le colonialisme africain. Voilà pourquoi j'ai dit qu'en Côte d'Ivoire, M. Ouattara, qui a constitué une milice avec des individus issus du banditisme de la sous-région, M. Ouattara qui s'est mis à vouloir introduire forcément des étrangers dans les listes électorales ivoiriennes parce qu'il veut truquer les résultats de l'élection, M. Ouattara qui s'est mis à faire ça, c'est du colonialisme africain intérieur. C'est une manière de coloniser des gens en faisant entrer dans le corps électoral des citoyens qui n'y ont pas droit. Donc, autant il faut combattre le nationalisme, la xénophobie, autant il faut combattre la razzia politique, le colonialisme noir. Et Ouattara est un colon noir. Ouattara est à la tête d'un clan qui veut coloniser la Côte d'Ivoire, soumettre les Ivoiriens comme des esclaves dans leurs terres ancestrales, puisque Ouattara pousse le ridicule jusqu'à enlever le nom des Ivoiriens des listes électorales, dans lesquelles il laisse des morts. Ouattara dit que les morts peuvent voter, mais que certains Ivoiriens vivants ne peuvent pas voter. Ouattara, qui est voltaïque d'origine et qui est devenu citoyen ivoirien par la grâce d'une femme et du président Houphouët-Boigny, exclut des Ivoiriens d'origine des listes électorales de leur pays de naissance. Mais c'est très grave. On ne peut pas combattre la xénophobie d'un côté et accepter la razzia de l'autre. Le colonialisme du noir envers le noir. Donc, dans cette lutte de libération, nous devons être vigilants. Vigilants au dehors, vigilants au dedans. Nous combattons le colonialisme, et dans le cas d'espèce de colonialisme français, mais nous devons combattre aussi le colonialisme interafricain. Nous combattons le racisme, dans le cas d'espèce, le racisme de la puissance impériale et coloniale française, mais nous devons combattre au même moment le racisme interafricain, le tribalisme, l'ethnicisme, la xénophobie, le mépris de l'Africain pour l'Africain, la razzia de l'Africain contre l'Africain. Si les deux structures n'évoluent pas ensemble, la contradiction nous retombe dessus. Parce que des forces contraires viendront annuler tout le travail qui a été fait. Et donc, Emmanuel Macron a reçu Alassane Ouattara à l'Élysée parce que c'est dans l'intérêt des groupes et des lobbies qui ont conduit Emmanuel Macron au pouvoir qu'il y ait à la tête de la Côte d'Ivoire un président à genoux, un président vassal, un président qui, le doigt sur la couture, obéit aux injonctions de l'ordre de la finance internationale qu'il sert depuis pratiquement son jeune âge. Mais je vous le dis, Emmanuel Macron et toute la classe politique française sont parfaitement capables, s'ils se rendent compte que M. Ouattara est finalement et concrètement et définitivement vomi par le peuple ivoirien, de revoir et de réviser leurs intérêts avec les nouvelles forces en présence. Ces forces en présence commettraient l'erreur de croire que tout d'un coup la France se mettrait à les aimer, la France politique, j'entends. La France ne se mettra jamais à aimer quelqu'un.
Elle appréciera toujours le rapport de force. En tant que puissance, elle cherchera toujours à affaiblir ceux dont elle veut tirer indûment profit. Donc, la lutte de libération n'est pas simplement la lutte pour des élections justes et transparentes. C'est la lutte pour la participation des citoyens à la démocratie en Afrique, c'est-à-dire la lutte pour l'engagement du peuple dans la sauvegarde continuelle et journalière de la liberté. Il ne s'agit pas simplement de se battre pour avoir des élections justes, transparentes, inclusives, démocratiques. Non. Si cela est obtenu, il va falloir que les Africains, les Africaines soient présents au quotidien dans la vie des institutions pour que le retour à la case départ, et peut-être même moins qu'à la case départ, ne se produise. Car l'espèce humaine est ainsi faite. Que s'il n'y a pas vigilance, il y a rechute. S'il n'y a pas vigilance, je recommence, il y a rechute. C'est aussi simple que cela. Donc il ne faut pas sous-estimer la réception de Ouattara par Macron aujourd'hui, mais je pense aussi qu'il ne faut pas non plus la surestimer. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas la sous-estimer? Parce que ça veut dire que Macron est prêt à laisser Ouattara tuer les Ivoiriens, si cela peut lui permettre à très court terme de conserver le pouvoir et de continuer à brader le pays comme il le fait. Il ne faut pas sous-estimer cette information que Macron a donnée au peuple ivoirien aujourd'hui. Mais il ne faut pas non plus surestimer la situation. Macron sait que l'armée française ne peut plus, si les peuples africains sont éveillés, imposer un président. C'est terminé. Le temps de David Dacko, comme était dans un transal de l'armée française, on rédigeait le discours dans l'avion. Il arrivait à Bangui, il ne savait même pas quel discours il allait prononcer. On lui donnait un micro, on disait « Lis, c'est toi le nouveau président ». Ce temps est passé. Les peuples africains n'accepteront plus. Et ils ont pris conscience du fait que s'ils sortent à 1 million, 2 millions, 3 millions, s'ils se mobilisent, ils obtiennent le changement qu'ils veulent. Eh bien, ce changement qu'on a vu à Bamako, on va le voir à Abidjan. Si tout le monde a compris que ce n'est pas Macron qui fait l'avenir des Africains, ce sont les Africains eux-mêmes. Ce changement, on va le voir à Lomé, on va le voir à Libreville, on va le voir à Brazzaville, on va le voir à N'Djamena. Ce changement, on va le voir à Yaoundé. Partout où des satrapes déracinés de leur peuple, coupés de leur peuple, continuent à tenir la dragée haute parce que les peuples n'étaient pas éveillés, l'éveil des peuples sera sanctionné par l'effondrement en kyrielle de ces régimes voyous. Mais cela, ce n'est pas de l'histoire prophétique, c'est de l'histoire active. Et je suis convaincu que le peuple de Côte d'Ivoire a reçu 5 sur 5 le message de Macron. Macron a dit au peuple de Côte d'Ivoire, aide-toi et le ciel t'aidera. Je recommence. Macron a dit aujourd'hui au peuple de Côte d'Ivoire, aide-toi et le ciel t'aidera. L'une des choses que le peuple de Côte d'Ivoire n'oubliera jamais, c'est que s'il se libère d'un dictateur, plus jamais de toute sa vie, il ne lui faudra confier la stabilité et la sécurité de sa population à une puissance étrangère. Oui, la libération du peuple de Côte d'Ivoire, la libération du peuple malien, la libération de tous les peuples d'Afrique francophone, de leurs dictateurs soutenus par l'Élysée, va s'accompagner du retrait de la puissance française du continent. Tout peuple qui commet l'erreur, après avoir reconquis sa souveraineté, de laisser la puissance française dans son pré, ce peuple-là aura pris le risque de s'exposer à des menées de déstabilisation à très court terme. Il va falloir que la puissance française renégocie sa puissance économique comme les Allemands l'ont fait quand ils ont perdu leur colonie lors des 2 dernières guerres mondiales. L'Allemagne est première puissance économique d'Europe, mais elle a fait un changement intellectuel. Les intellectuels allemands, la société allemande a réfléchi à un modèle économique qui lui permette de prendre les avants de l'Europe et d'être l'une des puissances économiques les plus importantes de ce monde, sans partir du principe qu'elles doivent utiliser la force, la ruse, pour piller l'Afrique, pour piller l'Asie, pour piller l'Amérique. Il appartient à l'élite politique française. Et les Français d'adoption que nous sommes, les citoyens français d'adoption que nous sommes, sont là pour aider à la construction de cette co-intelligence, cette nouvelle intelligence, cette intelligence libérée du racisme, libérée du colonialisme et libérée de l'esclavagisme. Une intelligence ouverte à la richesse de l'humain. Cette nouvelle intelligence doit inspirer l'élite française, de telle façon que cette élite soit capable de concevoir la puissance française sans l'exploitation éhontée et injuste de l'Afrique. Il va falloir que cela se passe. Il va falloir que cette conscience de la possibilité d'une autre voie pour la puissance française devienne une conscience normale et non pas une conscience marginale. Aujourd'hui en France, quand je donne des conférences devant
des étudiants de sciences politiques, des étudiants de philosophie, des étudiants de sciences de l'éducation, quand je donne des leçons, etc., et que je les invite à cette réforme paradigmatique, ils tombent des nues parce qu'ils n'avaient jamais entendu parler comme ça de la relation à l'Afrique. Je leur dis, mais écoutez, nous construisons en France une puissance, c'est l'une des puissances les plus importantes au monde, mais cette puissance n'a pas encore réussi ce que l'Allemagne a réussi. Concevoir une puissance sans préempter et contrôler les territoires des anciennes colonies comme réservoir gratuit de matières premières. L'Allemagne a réussi à construire une puissance sans devoir procéder ainsi. Ce qui prouve que la France peut demeurer une puissance sans exploiter injustement l'Afrique. Mais il faut pour cela qu'elle fasse preuve d'imagination et surtout d'humanité. Et la jeunesse française aujourd'hui a la vocation à penser de cette façon pour sortir de l'animosité entre les peuples, de l'hostilité des peuples, pour sortir de ces siècles sombres de haine et de ressentiment. Il va falloir inventer en fait une autre puissance française. Et de la même façon, en Afrique, les peuples doivent prendre le pouvoir contre les dictateurs. C'est cette double révolution, ici, révolution épistémique, comme là-bas, révolution citoyenne, c'est cette double révolution qui va produire un monde débarrassé des stigmates de l'ancien monde, un monde beaucoup plus humain. Ici en Europe,